Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau Énergie qui est organisée en partenariat avec la Banque des Territoires et qui est dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc, cette webconférence, elle fait partie d'un cycle qui est composé de 4 webconférences que nous vous proposerons jusqu'à la fin de l'année. J'en dis pas plus puisque je vais laisser le soin à Sébastien de vous parler un petit peu plus en détail de ce cycle de webconférences juste après. Donc revenons à celle qui nous concerne aujourd'hui. Donc la première webconférence de ce cycle, elle vous donnera les clés pour bien connaître votre patrimoine, ainsi que ses usages précis. Vous verrez qu'il s'agit d'un préalable indispensable à la définition d'une stratégie, mais également d'un programme d'action. Donc cette session, elle aura pour but, comme je le disais, de connaître son patrimoine et ses usages, tant sur la typologie que sur les fonctions, de collecter les données nécessaires au recensement de son patrimoine bâti, donc que ce soit le nombre de bâtiments de son parc, la surface, les équipements, les consommations énergétiques, les matériaux, enfin voilà. Vous allez voir, on va passer en revue plein de choses. Donc pour cette première webconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Ilouz, qui est responsable d'investissement efficacité énergétique des bâtiments à la Caisse des dépôts, Madame Maïté Dufour, qui est ingénieure énergie bâtiment à l'ADEME, Madame Françoise Lelouvier, qui est directrice des bâtiments communautaires à la communauté d'agglomération de Saint-Lô, et Madame Karine Giovinazzo, qui est responsable de la cellule énergie et développement durable à la mairie de Grasse. Donc bonjour et bienvenue à tous. Et alors, juste avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous. Donc si vous avez des questions à poser à nos intervenants, si vous avez envie tout simplement de rebondir sur ce qui va être dit ou de partager vos propres retours d'expérience, rien de plus simple. Pour ceux qui participent sur Zoom, vous avez un module de dialogue tout en bas qui s'appelle Q et R comme question-réponse. Donc voilà, il va vous permettre d'échanger avec nous tout au long de cette session. Et puis pour les participants qui sont sur Vimeo, vous allez voir sur le côté droit, vous avez un module qui s'appelle Discussion et donc qui va vous permettre une nouvelle fois de converser avec nous. Donc voilà, j'en dis pas plus pour désormais laisser la main à Sébastien pour la première partie de cette webconférence. Et puis bien évidemment, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Oui, merci Alicia. Bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement ce cycle de conférences. Alors, je vais partager mon écran. Très bien. Eh bien, écoutez, donc c'est le premier webinaire de ce cycle de conférences qu'on vous présente sur la gestion du patrimoine. Voilà, et il y aura donc plusieurs séquences qui vont se succéder. C'est quelque chose qu'on a souhaité organiser, nous, la Banque des Territoires, de manière à pouvoir accompagner les collectivités sur leur réflexion de stratégie patrimoniale, qui est le premier acte nécessaire pour pouvoir ensuite agir sur la rénovation de son patrimoine et notamment de la rénovation énergétique de son patrimoine. Donc, juste quelques chiffres très rapidement pour le rappel. Le patrimoine public, c'est 350 millions de mètres carrés, dont à peu près 250 millions pour les collectivités territoriales. Donc, un patrimoine très important, un patrimoine très diversifié, puisqu'on va avoir à la fois des bâtiments administratifs, des écoles, mais aussi des équipements techniques complexes, comme des piscines. Et donc, on a une grande richesse, une grande diversité de patrimoine qui va demander beaucoup de technicité dans sa gestion, dans son suivi, à la fois sur le plan énergétique, mais sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est important de continuer à monter en compétences et en professionnalisation sur la question de la maîtrise d'ouvrage public. Donc, pourquoi la Banque des Territoires s'inscrit dans le cadre de ce cycle de conférences? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de vous accompagner dans votre stratégie de rénovation du patrimoine? Eh bien, parce que depuis mi-2018, donc ce qui correspond exactement à la date de création de la Banque des Territoires, nous avons été mandatés dans le cadre du grand plan d'investissement pour mettre en place des enveloppes de financement de la rénovation énergétique du patrimoine public. Donc, on a 3 enveloppes, pour faire simple, 500 millions d'euros qui sont des dotations de soutien à l'investissement local, donc qui sont portées gérées par les préfectures, et puis 2 enveloppes à la main, dirais-je, de la Caisse des dépôts,
soutenait les dépôts, 2 milliards de prêts sur fonds d'épargne, qu'on appelle le prêt Ambre, et puis 500 millions d'euros d'investissement en fonds propres qu'on va pouvoir déployer sur des projets de type Intracting ou marché de partenariat de performance énergétique. Donc nos modalités d'intervention, c'est de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie patrimoniale, aussi bien des actions d'efficacité énergétique ponctuelles que des rénovations plus lourdes. Voilà, je ne rentre pas dans le détail à ce stade. Vous savez que vous pouvez nous contacter et contacter nos directions régionales si besoin. Et surtout, pour parler avec vous de cette gestion patrimoniale, des enjeux et des méthodes. Alors, les enjeux, bien évidemment, c'est une recherche d'efficience sur ce patrimoine, d'efficience économique, mais pas que. C'est aussi la nécessité de prendre en compte des contraintes techniques, donc de mise en conformité, d'entretien, de rénovation énergétique avec le décret tertiaire, et aussi lié aux objectifs, l'usage même du patrimoine qui est censé héberger des activités. Donc, quels sont les besoins futurs des collectivités en matière fonctionnelle, en matière performantielle. C'est aussi, j'insiste sur ces deux derniers points parce que souvent ils sont oubliés, c'est aussi l'opportunité d'informer, de mobiliser les élus sur l'importance de ces choix en matière de gestion patrimoniale et de l'impact que ça va avoir, bien évidemment d'un point de vue économique par rapport à la gestion de la commune, mais aussi environnementale et humaine, puisqu'on va là impacter aussi la qualité d'usage et donc la qualité de service que ce patrimoine va pouvoir rendre à ses usagers. Et enfin, dernier intérêt de ce travail-là de mise en place d'une gestion patrimoniale, eh bien, c'est de décloisonner les différents services qui sont tous à travailler autour de ce patrimoine, parce qu'on va avoir bien évidemment les services techniques, mais on va aussi avoir d'autres directions, on va avoir les directions financières, et donc cette gestion patrimoniale, c'est aussi l'opportunité de mettre tout le monde autour de la table. Donc la méthode, bien évidemment, c'est connaître, évaluer le potentiel, planifier, et puis agir sur son patrimoine avec, autour de tout ça, beaucoup de questions qui vont se poser, et donc on espère aujourd'hui pouvoir déjà vous présenter un certain nombre d'éléments de réponse autour des retours d'expérience qu'on va vous présenter. Donc ce cycle de conférences démarre aujourd'hui par le premier webinaire sur la connaissance de son patrimoine. On aura ensuite un deuxième échange qui se fera autour des outils de pilotage énergétique, ce sera le 10 juillet 2020. Et puis ensuite, un troisième rendez-vous sur la mise en place d'une stratégie patrimoniale dont la date n'a pas encore été fixée. Et enfin, un point sur lequel on va pouvoir échanger sur la mise en œuvre des actions. Pour aujourd'hui, donc, vous aurez 3 témoignages. Nous aurons l'intervention de Maïté Dufour, qui est ingénieure bâtiment à l'ADEME Normandie. Nous aurons l'intervention de Karine Giovinazzo, qui est responsable de la cellule énergie et développement durable à la mairie de Grasse. Et enfin, Françoise Louvier, directrice des bâtiments communaux de la commune d'agglomération de Saint-Lô. Donc, beaucoup de questions qui vont être posées à l'occasion de ce webinaire. N'hésitez pas, on compte sur les interactions pour pouvoir justement échanger avec vous et que cette séquence vous soit utile dans vos projets de stratégie patrimoniale. Donc je vous laisse, à tout de suite. Maïté Dufour, ingénieure bâtiment en direction régionale Normandie de l'ADEME. Je vais donc vous faire un retour sur 2 démarches collectives qu'on a menées en Normandie autour des schémas directeurs immobiliers. Alors c'est la méthode et le démarche qu'on a adopté en Normandie, c'est pas l'unique, mais en tout cas c'est un retour d'expérience qu'on peut vous partager. Sur le contexte, je vais passer rapidement puisque Sébastien en a déjà parlé. Un développement du patrimoine public important au cours des 30 dernières années, qui a évolué aussi en fonction des regroupements de communes, des transferts de compétences, un patrimoine qu'on connaît peut-être un peu moins bien, et des capacités d'investissement immobilisées, des charges de fonctionnement très élevées qui pèsent sur les budgets des collectivités. Donc c'est là tout l'intérêt de s'intéresser à la question du patrimoine des collectivités. Les enjeux dans cette gestion patrimoniale, c'est d'abord disposer d'une vision très précise du patrimoine immobilier, d'en faire son inventaire. Les collectivités ne connaissent pas toujours de manière très précise l'étendue de leur patrimoine et caractériser l'ensemble des bâtiments dont elle a la charge.
maîtriser les charges d'exploitation, bien sûr, pour maîtriser les budgets, améliorer la valeur d'usage également des bâtiments, en valoriser les actifs. Ce qui nous intéresse en premier lieu à l'ADEME, c'est bien sûr d'optimiser la performance énergétique des bâtiments et de piloter la gestion patrimoniale. Donc, on est particulièrement intéressé, vous vous en doutez, par la performance énergétique des bâtiments. Ce qui nous intéresse également, c'est que les travaux énergétiques qui sont engagés soient optimum, c'est-à-dire réalisés sur des bâtiments qui ont vocation à perdurer dans le patrimoine de la collectivité et qui sera optimisé d'un point de vue occupation du bâtiment notamment. Donc la première démarche qui a été engagée en Normandie, en ex-Basse-Normandie à l'époque, en 2015, est issue d'un groupe de travail de collectivités de villes moyennes de Normandie qui souhaitaient engager des actions en faveur de politiques énergie-climat. De ce groupe de réflexion ont émergé deux thématiques, la thématique de gestion patrimoniale. Et c'est donc en avril 2015 que 13 collectivités moyennes de Basse-Normandie se sont engagées dans cette démarche collective de gestion patrimoine immobilière. Forte du succès de la et à l'occasion de la réunification des deux régions, de l'ex-Haute-Normandie et l'ex-Basse-Normandie, une seconde démarche a été initiée en 2017 et ce sont là 17 collectivités supplémentaires qui s'y sont engagées, ce qui représente donc au total 30 collectivités normandes qui sont engagées dans une démarche collective de schéma directeur immobilier. Cette deuxième démarche a fait l'objet d'un soutien des fonds européens FEDER. Donc, je vais vous présenter les différentes étapes qui ont été mises en place dans le cadre de ces démarches collectives. Démarches collectives qui ont été menées également par un prestataire qu'on a pris, un AMO, pour accompagner et les temps collectifs et chacune des collectivités de manière individuelle. C'est bien une assistance, ce n'est pas le prestataire qui a réalisé le schéma directeur immobilier. Et le prestataire, en l'occurrence, c'est Espelia, notre AMO. Vous reverrez le logo un certain nombre de fois sur la présentation que je vais vous faire. Donc, une démarche séquencée en 4 grandes étapes que je vais pouvoir vous présenter plus précisément dans la suite de la présentation. Le lancement de la démarche d'un point de vue organisation et méthode, une phase assez courte de à peu près 2 mois. Une phase de diagnostic sommaire, donc c'est là où la phase très importante au sein de la collectivité qui mobilise beaucoup d'inventaire du patrimoine et de sa caractérisation. Pour aboutir à une troisième phase donc de scénarisation et de validation du scénario pour la mise en place de cette stratégie immobilière, et ensuite donc la mise en œuvre des schémas directeurs immobiliers avec un suivi, un ajustement permanent. Sur la première étape de lancement de la mission, il s'agit avant tout d'organiser la gouvernance au sein de la collectivité, de définir les moyens et l'organisation à mettre en place. Donc, ce qui est important, c'est de piloter au sein de chaque collectivité cette démarche par un binôme fort technique et politique clair. Donc, on demande à ce qu'il y ait un élu référent et un technicien référent pour cette démarche, avec une lettre de mission, une position vraiment forte du maire ou du président de l'EPCI et de la direction générale qui affirme ce processus de schéma directeur immobilier comme un axe vraiment structurant de la politique de la collectivité. Des productions rythmées par des ateliers individuels réalisés dans les collectivités. Et c'est vraiment ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas un processus qui n'est porté que par un élu, même s'il y a un élu référent, c'est bien l'ensemble des élus qui doivent être impliqués. Et de même, de la part des agents, ce n'est pas un agent ou un service qui va avoir la charge entière de ce processus, mais ça implique bien l'ensemble des directions de la collectivité. Madame Loulouvier, qui représente la communauté d'agglomération de Saint-Lô et qui a participé à la deuxième démarche collective, pourra l'illustrer dans son témoignage par la suite. Un témoignage de la commune d'Hérouville-Saint-Clair qui a fait partie de cette démarche.
qui nous dit que le portage à la fois technique et politique a permis de mobiliser toutes les énergies et ce fut véritablement un véritable atout pour la suite de la démarche. Le soutien des élus vraiment est très important et permet de débloquer parfois des situations pour faire avancer la démarche. La phase ensuite, vraiment qui occupe grandement les collectivités, la phase de diagnostic avec un inventaire complet du patrimoine de la collectivité, sa caractérisation. Dans le cadre de cette démarche collective avec notre prestataire AMO Espelia, donc un outil a été mis à disposition des collectivités pour réaliser cet inventaire. Avec l'ensemble des bâtiments qui ont été inscrits dans cet outil, des aspects de plusieurs critères qui ont été renseignés, que ce soit d'un point de vue réglementaire, technique, occupationnel, donc quelle était l'occupation réelle des bâtiments, les éléments financiers bien sûr, et les éléments organisationnels. Donc pour l'ensemble des bâtiments, sont ces critères-là qui ont été renseignés, qui ont permis d'évaluer l'état du bâtiment sur ces différents points. Dans le cadre de cette démarche collective, l'ensemble de ces données ont pu être importées sur un outil en ligne sur patrimoine public. Donc, pour les collectivités qui sont adhérentes de l'AMF, vous avez un premier niveau qui est accessible via vos codes AMF sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, patrimoinepublic.amf.asso.fr. Dans le cadre de la démarche collective menée en Normandie, un accès supplémentaire a été débloqué pour les collectivités avec des fonctionnalités supplémentaires. Une fois l'inventaire fait et l'ensemble des bâtiments caractérisés, ça permet d'établir des fiches bâtiments. Donc pour chaque bâtiment, on retrouve l'ensemble des éléments évalués sur une fiche synthétique qui permet d'avoir une lecture rapide de l'état du bâtiment, qui permet aussi après à un directeur, un élu qui s'interroge sur un bâtiment de lui fournir rapidement l'ensemble des données. Le travail d'inventaire est lourd parce que beaucoup de données sont un peu éparpillées au sein des collectivités. Les agents n'en comprennent pas toujours le sens, mais une fois qu'on leur montre le fiche bâtiment, vraiment qui peuvent leur servir au quotidien, là, ils en comprennent tout l'intérêt. D'où aussi l'importance de bien expliquer à l'ensemble des agents et des élus de la collectivité de l'intérêt et de l'importance de la démarche afin qu'ils communiquent plus facilement les données qui sont nécessaires à mener cette opération de schéma directeur immobilier. Au-delà des fiches bâtiments, il peut être également établi des fiches au niveau du parc, alors soit entier de la collectivité, soit par thématique, par exemple une fiche sur la catégorie sport qui permet à l'élu en charge de cette thématique, par exemple, d'avoir un récapitulatif sur les bâtiments qui le concernent plus particulièrement. Et qui permet aussi de faire des analyses comparatives de ce type de bâtiment, de comparer une école par rapport à une autre qui ont des fonctionnements similaires, mais peut-être une consomme beaucoup plus que les autres. Et donc, ça pointe aussi certains dysfonctionnements au sein des bâtiments. Un petit témoignage donc, de la ville de Val-de-Reuil qui a participé également à cette démarche sur cette phase d'inventaire et de diagnostic. Donc, on dispose ainsi d'une vision globale et détaillée. Ils ont rencontré quelques difficultés pour récupérer notamment les données financières, connaître la consommation énergétique des bâtiments. Ils ont fait évoluer leur logiciel de commande pour intégrer ces éléments plus facilement et mettre à jour ensuite l'ensemble des données plus aisément. Une fois l'inventaire et la caractérisation réalisés, on en arrive à la phase de scénarisation prospectif. Donc, sur la base de la caractérisation de chacun des bâtiments, un certain nombre de clés de tri peuvent être mises en place avec l'état réglementaire des bâtiments, l'état technique, la valeur d'usage, les finances, les besoins prospectifs, le programme politique, qui permet de classer l'ensemble des bâtiments suivant cinq grandes classes de patrimoine. Les bâtiments à conserver sans intervention physique lourde,
Les bâtiments à conserver avec des travaux prioritaires, notamment des travaux d'importance d'un point de vue rénovation énergétique. Des bâtiments dont le maintien ou le statut dans le patrimoine interroge. Est-ce qu'il va être conservé? Est-ce que l'usage va en être modifié? On ne sait pas trop quoi en faire. La 4e classe, donc, qui sont les bâtiments à sortir du parc immobilier, par exemple par des cessions, des démolitions de bâtiments. Et en 5e classe, des nouveaux bâtiments à construire, donc, dont le patrimoine actuel ne peut pas répondre à un besoin complémentaire, par exemple. Certains types de locaux doivent être particulièrement examinés. Les locaux qui sont vacants, bien sûr, qui restent néanmoins une charge pour la collectivité et qui pèsent aussi d'un point de vue responsabilité. Des locaux peut-être vétustes dont la collectivité a encore la charge et la sécurité. Les locaux dont l'indice de vétusté est préoccupant. Les locaux, bien sûr, dont la consommation d'énergie est anormalement haute. Les locaux qui sont loués, est-ce que la collectivité a besoin toujours de louer des locaux et ne peut pas déplacer les services dans d'autres bâtiments dont la collectivité pourrait être propriétaire? Des locaux mis à disposition à titre gracieux, est-ce que c'est la vocation de la collectivité de mettre à disposition ces locaux? Alors, ça peut être oui, hein, la réponse n'est pas unique, mais en tout cas, c'est à interroger. Et les locaux hors compétences, par exemple le développement économique, est-ce que c'est la vocation, le choix politique de la collectivité de mettre à disposition des locaux, par exemple, à des entreprises? Sur la base de l'ensemble de ces éléments, 10 opérations types ont été intégrées dans la modélisation, notamment des cessions immobilières, des mises en location, des optimisations de contrats, des travaux d'un point de vue performance énergétique. Et pour les bâtiments qui sont jugés prioritaires ou qui interrogent, une scénarisation peut être définie en disant, par exemple, ce bâtiment, on va le céder, ce bâtiment, on va en faire des travaux de grosses rénovations énergétiques, etc. Voilà, pour bien définir ce qui est envisageable de faire et optimal. Les scénarios peuvent être élaborés, comparés entre eux, et donc pour aboutir au choix du scénario le plus approprié. À chaque scénario d'établi, un certain nombre d'indicateurs peuvent être modélisés, notamment l'impact sur la surface totale du parc immobilier, l'impact sur la consommation d'énergie ou sur les surfaces vacantes, le ratio de bâtiments par habitant, par exemple, mais également des données financières, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, aussi bien en dépenses qu'en recettes, puisque, par exemple, on peut avoir des recettes via des cessions de bâtiments. Tous les choix ne sont pas toujours purement rationnels. Une collectivité qui est attachée à un bâtiment, alors qui n'est soit peut-être pas optimal d'un point de vue et a de l'importance pour la collectivité, pour ses habitants ou pour les élus, peuvent être conservés, mais en tout cas, le choix des élus est fait en connaissance de cause et ils savent qu'ils peuvent conserver des bâtiments pas optimum qui représentent une charge de la collectivité, mais ils font le choix en connaissance de cause. Témoignage de Madame Lelouvier, je vais le passer rapidement puisque Madame Lelouvier aura l'occasion de témoigner lors de cette webconférence. J'avais notamment relevé un scénario qui vous sera présenté tout à l'heure, qui, en agissant sur peu de bâtiments, avait un impact significatif sur le patrimoine de la collectivité, par exemple. Une fois ces différents scénarios établis et le choix réalisé, on passe à la formalisation du SDI via un programme pluriannuel d'investissement dont vous avez l'habitude, qui regroupe pour l'ensemble des bâtiments sur lesquels une action sera menée les travaux à réaliser avec les coûts associés et qui intègre également des dépenses de mise en conformité, de renouvellement, de maintenance courante. L'ensemble de ces éléments permet de programmer sur 5 ans, 4-5 ans, l'ensemble des investissements qui seront à réaliser et également les recettes apportées par l'ensemble de ces actions
que ce soit par la cession de bâtiments, mais également sur les travaux d'économie d'énergie, qui bien sûr représentent une charge moins importante pour la collectivité en fonctionnement, en dépenses d'énergie. Témoignage de Jocelyn Souriceau de la ville d'Argentan, qui nous indique que cette démarche a vraiment permis de débloquer de grandes décisions de manière rationnelle. On a parfois des a priori, des sentiments sur l'état d'un bâtiment, sur ce qui est optimum de faire. Et en fait, quand on prend réellement l'ensemble des données de manière objective, on peut avoir une analyse différente. Donc, ça sera à la fois aux services et aux élus. Et vraiment, on a l'ensemble des données factuelles qui permettent de prendre ces décisions au mieux. Sur l'ensemble des démarches qu'on a pu accompagner de ces 30 collectivités, quelques clés de succès ont pu émerger. De s'engager vraiment que si la volonté politique et technique est déterminée. Le portage vraiment, le binôme technique et politique est très important. La démarche entraîne des arbitrages importants et structurants, parfois des débats aussi entre élus. Le temps des débats ne doit pas être sous-estimé, ça représente un temps important. Alors effectivement, j'ai oublié de l'évoquer, mais sur la phase d'inventaire, on est à peu près de l'ordre de 9 à 10 mois. Sur la phase de scénario, on est du même ordre de grandeur, une dizaine de mois. Le temps d'établir les scénarios, de les partager au sein de la collectivité, d'avoir des débats, des arbitrages, c'est un temps conséquent. Mais qui est cependant nécessaire pour que la démarche soit vraiment adoptée par le plus grand nombre au sein de la collectivité. Autre clé du succès, anticiper la mobilisation des moyens, notamment sur la phase d'inventaire qui est lourde pour les services. Alors l'investissement des agents est à la hauteur du résultat, mais il n'est pas à sous-estimer. Certaines collectivités qu'on a accompagnées ont eu recours à un appui externe, soit via des stagiaires, soit via des alternants, ou même des prestations externes de prestataires privés, notamment sur cette phase d'inventaire qui, suivant la structuration des données au sein de la collectivité et la connaissance même du patrimoine de la collectivité, peut être plus ou moins importante. Et une dernière clé du succès, associer les directions financières et juridiques dès l'amont de la démarche. Elles doivent être associées aux services techniques qui soit tiennent l'inventaire physique du patrimoine, mais les directions financières détiennent des éléments clés, notamment sur les dépenses, l'aspect financier qui relève des bâtiments. Alors ça ne concerne pas seulement les dépenses liées aux consommations énergétiques, mais ça peut être aussi les dépenses liées aux frais d'entretien du ménage, enfin vraiment toutes les dépenses qui sont liées au fonctionnement du bâtiment. Et ça, sans les directions financières, c'est beaucoup plus difficile de le réaliser. Bien les associer dès l'amont de la démarche. Quelques ressources sont disponibles si vous voulez reprendre connaissance de ces différents éléments. Une fiche synthétique sur les 30 collectivités qui ont participé à cette démarche en Normandie. Également un petit guide en 6 pages qui reprend l'ensemble des étapes que je vous ai présentées ce matin avec les témoignages complémentaires, d'autres points sur les éléments clés de la démarche qui est disponible au sein de la médiathèque sur le site de l'ADEME. J'en ai fini avec ces éléments structurants. Je suis bien sûr à votre disposition pour échanger ou répondre à quelques questions également après les témoignages des 2 collectivités qui vont suivre. Merci beaucoup, Madame Dufour, pour cette présentation. Donc, effectivement, je vous propose d'enchaîner avec le premier témoignage de Madame Giovinazzo. Et je rappelle encore une fois à tous les participants que vous avez un module de dialogue, donc n'hésitez pas à échanger avec nous et à nous partager toutes vos questions. Donc, voilà, je vais donc laisser la main à Madame Giovinazzo. Du coup, pour vous présenter notre jolie ville de Grasse, elle est située dans les Alpes-Maritimes. Elle est plutôt étendue, comme vous pouvez le voir sur la carte. Elle fait 44 km². Donc, on a plutôt un grand espace avec énormément de bâtiments qui peuvent être de la petite salle au
Donc, du coup, on a un patrimoine qui est plutôt vaste, en autour de 300 bâtiments. Sur l'organisation de la ville, on est sur un centre-ville et 10 hameaux avec des élus de quartier à qui il faut rendre des comptes sur leur patrimoine à leur niveau. Et au niveau de la Direction générale des services techniques, on a plusieurs compétences, notamment les bâtiments communaux, la voirie, les espaces verts, les frais d'éducation, éclairage public, filtre, parc automobile et eau et assainissement dans le transfert, ce qui est plutôt classique pour une commune de 50 000 habitants. L'objectif de ma présentation est de vous montrer en fait tous les moyens, tous les outils, toutes les études qui ont été faites au niveau de la ville de Grasse pour mieux connaître son patrimoine. Donc, ça va passer forcément par un plan de classement et un logiciel métier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leur fonctionnalité, mais plutôt vous expliquer comment, à la ville de Grasse, on s'est organisé pour le mettre en place, comment on a travaillé ensemble, notamment la gestion de l'énergie, un petit peu pareil, quelles sont les données qu'on récupère et comment on les traite. Et pour finir, je vais vous expliquer les études qui ont été faites, un petit peu comme ce qu'on vient de voir sur le schéma directeur immobilier, mais à l'échelle des écoles de la ville. À droite, vous avez une petite image humoristique, mais qui montre en fait tout son sens. Les services techniques doivent parler entre eux puisqu'on travaille tous sur le même patrimoine, même si ce n'est pas forcément la même compétence. Et on a tous été victimes d'un mauvais classement, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a une donnée qui est partielle, on n'arrive pas forcément à agir de la meilleure des façons. Donc, c'est des points qui sont très importants et aujourd'hui, il faut accepter de perdre du temps pour en gagner. Et quiconque a cherché une information pendant longtemps a compris qu'il avait perdu du temps. Donc, l'objectif de la DGST, ça a vraiment été de trouver un moyen d'avoir vraiment l'objectif de moderniser ces services pour fiabiliser la donnée qu'on en avait et de créer des liens entre les services et de décloisonner le travail. Donc, sur la couverture fonctionnelle des outils qu'on a mis en place, c'est ceux de la DGST, notamment tous les services des bâtiments communaux, de la voirie et ceux que j'ai énumérés précédemment. Et quand on parle des bâtiments communaux, on parle notamment aussi des gestions des interventions, puisque maintenant on a un suivi et le point de départ, comme tout le monde, un inventaire patrimonial qui est exhaustif. Donc, sur cette diapo, vous avez une image de ce qu'on envisageait en 2017. Je ne l'ai pas retouché. C'est vraiment notre plan d'action qui montrait vers quoi on allait évoluer. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a très bien avancé. On a tenu nos objectifs qui étaient à 2020. Après, sans vous mentir, il y a quelques petites actions qui n'ont pas pu être menées et qui le seront prochainement, comme éventuellement les maquettes numériques ou l'application mobile, mais l'objectif est de vous montrer qu'en fait, il n'y a pas un service qui a travaillé dans son coin, c'est vraiment tous les corps de métier, tous les services qui ont évolué vers une DGST 2.0. Donc, en premier lieu, je vais vous parler du logiciel métier et du plan de classement, comment la ville de Grasse, au sein de son service, a pu mettre en place ce classement. Alors, je vais vraiment vous montrer en détail comment on l'a mis. Il faut savoir qu'on a un commun DGST qui permet à tous les services techniques de pouvoir accéder aux annuaires, aux référentiels, aux logos, aux conseils municipaux et tout plein d'informations en fait qui n'a pas lieu d'être dans chaque serveur de chaque service, mais qu'on partage tous l'information et qu'on la mette à jour à chaque fois. Sur la comptabilité, on a toutes les informations sur les bons de commande, les suivis des budgets, sur les PPI également, donc qui sont consultables de tous. Sur les marchés publics, en accès restreint aux services, on peut accéder aux marchés, toutes les pièces, et qui est partagé forcément avec le service des marchés publics. Donc, on n'a plus qu'un seul lecteur, ce qui évite d'avoir des doublons, et c'est très important. Après, chaque service garde son propre lecteur et met ses informations personnelles qu'il ne souhaite pas partager avec le reste de l'équipe. Et grande nouveauté, tout en bas, vous voyez, patrimoine automobile, bâti ou assainissement, c'est vraiment là où en fait, on va mettre toutes nos informations qu'on va partager avec tout le monde. Par exemple, sur un bâtiment où vous faites des travaux, vous le mettez dans patrimoine bâti. Donc, le vrai objectif est de pouvoir consulter à tout moment tous les documents sans devoir appeler en fait chaque fois le service concerné.
Il faut savoir que ce qu'il faut faire, c'est du coup ne pas l'utiliser, ne pas faire de doublons. Il y a certaines craintes comme quoi il y a des gens qui peuvent effacer, mais ça fait depuis 2017 qu'on a mis cela en place et ce n'est jamais arrivé. Donc il ne faut pas avoir peur et justement on gagne plus que ce qu'on perd. Et voilà. Pour cette mise en place, il faut que tout le monde s'approprie en fait ce plan de classement. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis en place et du jour au lendemain, c'est vous rangez comme ça. Ça a été vraiment en fait un travail collectif. Ça veut dire qu'on s'est tous réunis autour d'une table, les services qui travaillent sur le patrimoine, et on s'est dit comment ranger facilement et se retrouver sur ce plan de classement. Donc, il a été proposé plusieurs codifications et celle qui a été retenue concernait du coup vraiment la catégorie de bâtiments, donc administratif, crèche, éducation, jeunesse, logement. Et à partir de cette entrée, vous rentrez et vous accédez en fait au site. Donc, il y a eu un travail forcément d'inventaire avant de créer ces dossiers-là et de numérotation en lien avec le logiciel métier que je vais vous présenter plus tard. À l'intérieur de chacun des dossiers, ils sont toujours structurés de la même façon afin de trouver rapidement et facilement l'information. Donc, on a ces données-là, on a étude des travaux, où on met, en fait, à chaque fois qu'on réalise des petits travaux, on met les DOE pour que celui qui doit retravailler sur les dossiers d'ouvrages exécutés, qu'on puisse les retraiter et ne pas perdre de temps. Il faut savoir aussi, petite anecdote, sur le logiciel métier, on a également fait participer les agents municipaux, pas que les services techniques, mais toute la mairie, en leur proposant de nommer ce logiciel qui a valu des places de cinéma au grand gagnant qui a trouvé le mot agapé. Et sur votre droite, vous avez quelques noms qui ont été proposés. Donc, ce plan de classement, en tout cas, a été bien intégré par chacun des services. Aujourd'hui, il est totalement fonctionnel et il est très utile pour se repérer. Alors, la question, puisque comme je vous l'ai dit, on s'est mis autour de la table, il a fallu que tout le monde s'imprègne de celui-ci. On a en fait défini un cheminement. Et on sait aussi, ça nous a permis de nous poser les bonnes questions. Par exemple, vous avez des sites qui hébergent plusieurs activités. Et ça peut poser problème, justement, comment classer. Imaginons, on a un bâtiment où on a une mairie et aussi une école. Comment le classe dans le plan de classement? Donc, c'est toutes ces petites questions-là qu'on a mis sur la table et on s'est dit que ce bâtiment-là, s'il avait si c'était plus une école qu'une mairie, on le classerait dans école. Donc, quoi qu'il en soit, on a toujours la thématique, éducation, sport et autres. Et on a tout le temps les sites, puisque souvent, par exemple, sur un grand stade, vous avez des tribunes qui sont à un certain endroit, vous avez le stade en lui-même, ce qui nous permet en fait de trouver toutes les informations directement, en dissociant notamment l'activité et le point géographique. Donc, la séquence est toujours la même. On a 3 lettres, 3 chiffres et après le bâtiment. Sur le logiciel métier. En termes de calendrier, de coûts de pilotage, ça a été initié en même temps que le plan de classement, puisque forcément, ce sont deux choses qui sont très liées. On a commencé en 2017. Aujourd'hui, on est en 2020. On a pris un petit peu de retard, notamment sur les autres services, comme la voirie, les espaces verts. Mais sur les bâtiments communaux, il y a énormément de travail qui a été fait, notamment par rapport à l'inventaire, mais tout autour des demandes d'intervention. Les écoles, aujourd'hui, dès qu'ils ont une panne quelconque, signalent leur demande dans le logiciel, ce qui nous permet d'avoir vraiment un traçage et de pouvoir exploiter ces données ultérieurement. Sur 4 ans, pour vous donner quand même un petit idée de prix, on est plutôt autour de 73 000 € sur les 4 ans, et notamment un coût important en investissement, puisqu'il y a eu énormément de formation, de paramétrage et le coût de la mise en place. La chose importante est qu'un chef de projet a été dédié là-dessus, et il est vraiment en fait l'interlocuteur entre les services et
et le développeur. C'est lui qui a aussi consolidé l'inventaire en lien avec les services. Il a rédigé les guides d'utilisation. Et c'est vraiment l'appui des services pendant tout ce déploiement. Il a organisé les formations. En termes de mise en place, il y a eu des comités de pilotage, 3 comités de pilotage avec les élus, notamment l'élu au numérique et aux bâtiments communaux, puisqu'il fallait présenter en fait l'intérêt de cette démarche, quels étaient du coup les enjeux, qu'est-ce qu'on allait avoir en retour, et de les informer sur l'avancement du projet. Et sur les points de vigilance, là on a un blocage, on ne va pas assez vite, donc c'est important de prévenir les élus. Au niveau des formations, il y a eu énormément de formations puisque la mise en place d'un tel logiciel, ça bouleverse quand même énormément nos pratiques qu'on avait avant. Donc, il a fallu mettre un petit peu tout le monde autour de la table et de les former pour les professionnaliser. Du coup, des formations en présence du développeur, mais aussi des réunions de travail sans la présence du développeur pour vraiment qu'entre services, on puisse échanger, dire là, écoutez, moi j'ai un petit souci, comment vous y prenez, puisqu'on était embarqués un petit peu tous dans le même bateau et ça nous permettait d'avancer un petit peu mieux ensemble. Sur le logiciel métier, du coup, les résultats, c'est qu'aujourd'hui, on est totalement fonctionnel sur la partie bâtiment, qui est complètement finalisé, le plan de classement qui est utilisé par tous. Après, il y a encore quelques petits détails à finaliser, mais on est sur une utilisation aujourd'hui. Et en parallèle, la dématérialisation de la comptabilité a aussi favorisé cet essor de numérisation de tout. Et je ne sais pas si entre vous, il y a des gens qui participent à des conseils d'école, mais quand vous arrivez avec un document avec toutes les demandes qui ont été traitées ou terminées ou refusées, vous avez plus de crédibilité en apportant la preuve que ça a bien été réalisé. Donc, sur la modernisation des outils, c'était important pour atteindre nos objectifs, de fiabiliser du coup l'information, de trouver des gisements de productivité. Et il faut savoir que du coup, le numérique, c'est vraiment un moyen, mais pas une finalité. Aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a pu réussir cette expérience, c'est la participation de tous. On n'a lâché personne. Toutes ces formations, ces points, cet accompagnement, je pense que c'est l'une des clés la plus importante, de laisser personne de côté et d'avancer vraiment tous ensemble. Et la rédaction de guides ou l'accompagnement, c'est vraiment ce qui est important. Après, la difficulté, c'est que ça prend du temps. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé en 2017. Aujourd'hui, on est en 2020. Donc, c'est plutôt long. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui n'archivent pas forcément de la même quantité d'informations, mais on a au moins trouvé une base partagée de tous. Donc, c'était concernant la gestion de l'énergie maintenant. Il faut savoir qu'en 2010, il y avait un tableur par fluide et par année, ce qui rendait difficile du coup la collecte de données, mais également aussi l'exploitation de ces données. En 2016, on a évolué vers une base de données fait maison, qui nous permet au moins de collecter automatiquement les données. Et aujourd'hui, avec le logiciel métier, il y a un export qui est automatique et qui permet à tous de consulter ces données sans passer forcément par le service énergie. Je voulais aussi revenir vers vous par rapport à la cartographie des compteurs. C'est quelque chose que j'ai pu mettre en place pour justement savoir où on en était. Ce qui fait que sur une carte, en fait, on peut visualiser tous les compteurs d'une rue, parce que quand vous avez des factures, souvent l'adresse n'est pas forcément la bonne. Et d'un coup d'œil, en fait, vous pouvez voir donc, où sont les disjoncteurs et où sont les vannes de coupure eau, ce qui permet également aussi aux ateliers, aux services techniques de pouvoir intervenir plus rapidement. Ça permet aussi de faire un lien avec les gestionnaires de réseau, notamment lors du déploiement Linky. Ces informations sur nos compteurs étaient
très, très importante. Donc, pour cette mise en place, il a fallu travailler avec le service SIG qui nous a accompagnés sur la mise en place d'une solution sur smartphone avec une application. Et mon petit point de vigilance, c'est que des fois, il faut vraiment, avant de commencer à faire quelque chose, de vraiment réfléchir à la qualité de sa donnée, c'est-à-dire comment la renommer et comment l'exploiter ensuite. Et au niveau de nos outils et de nos méthodes pour bien connaître et gérer son patrimoine, vraiment au niveau de l'énergie, on dispose de plusieurs outils comme les sondes de température. Donc, quand quelqu'un nous appelle en nous disant qu'il fait trop froid, on peut accéder à distance à ces courbes, ce qui nous permet de ne pas forcément nous déplacer à chaque fois. La télérelève avec notamment l'eau, l'électricité et le gaz. Ce sont des informations qu'on ne disposait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui sont entre nos mains et qui sont très précieuses. Maintenant, charge à nous de savoir comment les exploiter, puisque ça représente quand même un sacré volume de données. On a la liste des pannes au niveau qu'on extrait en tout cas de nos logiciels de GMAO, ce qui nous permet de voir un petit peu notre patrimoine, quels sont là où il y a le plus de demandes. Au niveau de la régulation, tous nos chauffages sont équipés maintenant de régulateurs. Et au niveau du suivi et de conso, la ville de Grasse est engagée dans un contrat de performance énergétique depuis 2013. Et de ce fait, on a un suivi qui est très fin et régulier qui nous permet de voir là, il y a une dérive, là, il n'y a pas de dérive et d'agir en conséquence. Et notamment l'inventaire aussi, qui est très important sur nos installations thermiques. Nous disposons d'un inventaire complet de notre patrimoine qui nous permet aujourd'hui de savoir là où nous devons investir pour diminuer l'âge moyen de notre parc et pour éviter les pannes et les grosses surprises financières. Au niveau des analyses des données du patrimoine, nous avons effectué une étude au niveau des groupes scolaires de la ville de Grasse. On a été accompagné par la Caisse des dépôts et l'ADEME. Et principalement, je ne vais pas vous montrer toute l'étude, mais je voulais vraiment focaliser sur la vétusté, puisqu'aujourd'hui, notre parc est plutôt vieillissant. On a des écoles qui datent à peu près des années 50, 60, 70 et qui ont fait souvent l'objet d'ajouts de parties, souvent en préfabriqué, pour accueillir la population. Donc sur les scénarios, on a étudié les scénarios qui correspondent au cahier des charges de l'ADEME, avec notamment des actions à faible retour sur investissement jusqu'au facteur 4. Pourquoi nous avons choisi les écoles? On avait déjà fait en fait une première analyse de notre patrimoine. Les écoles représentent quand même 25% de la consommation d'électricité et d'eau de notre site et on a vraiment voulu focaliser que sur une typologie de bâtiments. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a la connaissance parfaite de nos écoles. Et forcément, elles étaient vétustes et s'il fallait agir, c'était sur ce patrimoine-là. Donc quelque chose de très classique que vous avez peut-être déjà vu. Donc on a croisé nos dépenses annuelles avec nos consommations d'énergie. Et les points que vous voyez, c'est les écoles qui sont plus ou moins vétustes. Par exemple, je ne sais pas s'il y a ma souris, mais sur l'école Gambetta, vous avez, elle est très vétuste, mais elle ne fait pas forcément partie de celles pour lesquelles nous dépensons le plus. Si on se rapproche sur le DPE, on est plutôt sur des écoles qui sont en C ou en D, sur l'étiquette énergétique. Donc, on n'est pas forcément sur les meilleures performances. Mon focus que je voulais vous présenter, c'était vraiment l'estimation de la vétusté, puisqu'on a travaillé là-dessus. Au-delà de l'audit un petit peu classique, on a voulu savoir ce qu'il fallait changer et à quelle échelle de temps. Donc, par école, on a défini pour chacun des postes, les murs, la toiture, le renouvellement d'air, les ouvrants. On les a classés selon leur vétusté et ensuite on les a notés, ce qui nous a permis en fait de savoir
comment allait évoluer notre coût de fonctionnement dans les années à venir si on ne faisait rien ou si justement on agissait suivant les scénarios qui ont été présentés précédemment. Donc vraiment à l'échelle d'un bâtiment, si on prend une école maternelle, avant travaux, vous avez la note de 35 et plus on va vers des scénarios ambitieux comme le facteur 4 qui est le scénario 4, plus on va s'approcher en fait du minimal de la vétusté. C'est typiquement un modèle mathématique qui a été fait avec des pondérations et des classifications, des identifications de l'état. À la typologie de tous les bâtiments, à partir de cette étude-là, on a 23 écoles, 33 000 mètres carrés. Il faut savoir que cela nous a montré que d'ici les 15 ans, il va falloir investir en fait 10 millions, ce qui est plutôt énorme. Et en fait, donc c'est plutôt de l'étude et on sait potentiellement qu'une toiture, même si elle était estimée dans les 3 ans, des fois on arrive un petit peu à les faire durer un petit peu plus longtemps. Également, pour choisir le meilleur des scénarios et de faire un programme de travaux cohérent, on a voulu aussi regarder, pas uniquement sous l'angle de l'efficacité énergétique, mais de regarder d'autres critères qui semblaient importants, notamment comme le niveau de vétusté avec la note qui a été calculée précédemment, les besoins d'évolution de surface, est-ce que la démographie va augmenter dans un hameau ou pas, les besoins fonctionnels, est-ce que la cour est bien dimensionnée, est-ce qu'il y a la présence de matériaux amiantés, la conformité accessibilité. On ne s'est pas focalisé uniquement là-dessus. Après, la difficulté, c'est quand on croise toutes ces données, c'est de savoir comment on pondère en fait ces critères. Est-ce que la sécurité incendie, elle est plus importante que la qualité de l'air? Il faut en fait un petit peu jongler entre toutes ces données, ce qui rend l'analyse assez difficile et ce qui fait l'objet de plusieurs débats, ce qui est important. Et la difficulté aussi, c'est de pouvoir suivre la programmation qu'on s'est donnée en fonction des opportunités qui se présentent à nous, de la volonté politique, de la pérennité aussi des bâtiments. Il y a un bâtiment qui peut être tout à fait viable un jour et qui ne l'est plus le lendemain. Sur l'étude financière, donc l'étude de la vétusté nous a permis de montrer, en tout cas, que nos charges d'exploitation vont exploser si on ne fait rien. En 2018, on est à 1,23 million que sur nos écoles. Et voilà, si on ne fait rien, on augmente de 40% notre budget. Et pour conclure et pour finir, sur le décret tertiaire qui vient où l'arrêté d'application a été publié très récemment, le 3 mai 2020, on connaît les objectifs et maintenant on sait comment les mettre en œuvre. Donc on a moins 40% d'énergie finale qui sont prévues pour 2030 sur nos bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, 50% en 2040 et 60% en 2050. Pour nous, en fait, toutes nos écoles seraient concernées. Et aujourd'hui, si on fait le calcul sur celle-ci, par rapport à la consommation de 2012, en fait, il n'y a que 2 écoles qui répondent déjà à l'objectif de 2030. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore du travail, que les bureaux d'études vont avoir du travail, que les villes vont devoir aussi allouer un budget particulier. Ce qui est aussi important de dire, c'est que l'arrêté d'application prévoit aussi, lorsque le coût et l'objectif est complètement disproportionné, ils incluent du coup maintenant un calcul de temps sur retour sur investissement qui est évalué à 30 ans pour l'enveloppe du bâtiment, 15 ans pour les équipements énergétiques et 6 ans pour la régulation. Bon, en attendant, je m'adresse à tous les participants. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. J'ai bien noté 2 questions de Madame Demaret et de Monsieur Dupont que je vais poser. Je vais peut-être d'ailleurs poser la première qui, à mon avis, est peut-être pour Madame Dufour pendant que Madame Giovinazzo essaie de revenir parmi nous. Donc, c'était une question de Monsieur Dupont. Quelles prestations et à quel coût pour l'inventaire, s'il vous plaît? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre le contour de la question. Dans le cadre de la démarche collective, la prestation de l'AMO, donc avec la mise à disposition de l'outil et l'accompagnement des collectivités, a été pris en charge
par l'ADEME avec le soutien des fonds FEDER, comme je l'évoquais tout à l'heure. On a fait en sorte que ce soit qu'il n'y ait pas de prestations complémentaires de la part de la collectivité. Après, certaines collectivités ont fait le choix, comme je disais tout à l'heure, de recourir à des appuis extérieurs. Donc, soit avec des stagiaires ou des alternants, ou à des prestations de bureau d'études là, qui ont été à la charge de la collectivité. Mais sinon, en soi, dans le cadre de la démarche collective donc, menée en Normandie, il n'y a pas eu de coûts, enfin de prestations, si ce n'est la mobilisation des agents, et là qui peut représenter quand même un coût, on va dire, assez important. Voilà, les éléments de réponse que je peux donner. Eh bien, merci beaucoup. Et puis de toute façon, j'invite Monsieur Dupont à nous faire parvenir une nouvelle question s'il souhaite avoir des précisions. En attendant, je crois avoir entendu Madame Giovinazzo. Ce que j'évoquais, c'était justement que l'arrêté d'application commence à introduire le temps de retour sur investissement et précise que lorsqu'il y a une disproportion entre le coût et l'objectif, il y a des mesures qui sont prévues, notamment donc, le temps de retour sur investissement est prévu à 30 ans pour tout ce qui est enveloppe, 15 ans sur les équipements énergétiques et 6 ans sur la régulation. Donc nous, sur les écoles de la ville de Grasse, on les a toutes étudiées sous tous les scénarios et sur le bâtiment, il faut savoir que du coup, si on fait une moyenne, on arrive à peu près à 131 ans et 52 ans pour les équipements énergétiques. Donc c'est une conclusion assez ouverte, mais il va y avoir beaucoup de travail et beaucoup d'investissements qui devront être alloués pour respecter cette nouvelle réglementation. Voilà. Et du coup, à la fin, je vous dis merci et je reste à votre disposition pour toute question. Eh bien, merci à vous pour ce partage d'expérience. Et donc, comme je le disais, il y a une petite question de Madame Demarais. Le logiciel métier, est-ce en Excel ou un logiciel acheté auprès d'un tiers? C'est un logiciel passé auprès d'un tiers et on a fait une consultation et on a fait justement participer tous les services à l'analyse de l'offre par rapport à leur partie sur le logiciel métier pour savoir quels étaient les points et les faiblesses de chacun et de pouvoir retenir celui qui correspondait au plus grand nombre. D'accord. Et je ne sais pas si vous pouvez nous dire un petit peu le coût. Le coût a été mentionné dans la diapo et du coup, on est à peu près à 73 000 € sur les 4 ans. D'accord. Ok. Mais écoutez, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions hein, si vous avez besoin de précision sur certains points. Je vous propose de rester avec nous encore 20 petites minutes et puis on va laisser donc, la parole pour la dernière intervention de cette matinée. Donc, je vous laisse la main, Madame Lelouvier. Bonjour à tous, Françoise Delouvier, directrice des bâtiments communautaires à Saint-Lô-Aglo. Je vais passer en mode diaporama. Juste une petite présentation pour situer Saint-Lô dans l'ex-Basse-Normandie, on va dire à mi-chemin entre Caen et Rennes, au cœur du Cotentin. Donc, ça va être une intervention un peu complémentaire, je l'espère, et avec des spécificités liées au fait qu'on soit une communauté d'agglomération qui fait qu'on a certainement une encore moins bonne connaissance de notre patrimoine. On part curieusement quasiment d'une feuille blanche. Donc depuis 2019, Saint-Lô-Aglo regroupe 61 communes et plus de 76 000 habitants. Ça, c'était pour la situation géographique. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport à la méthodologie pour essayer de vous apporter quelques éléments. Et comme disait Madame Dufour tout à l'heure, c'est aussi un type d'expérience. Évidemment, il y en a plein d'autres et celle de Madame Giovinazzo était vraiment très complète. Donc, quelques éléments pour Saint-Lô-Aglo. Donc, je vous ai mis un partage de l'organigramme que nous avons mis au point parce que vous l'avez dit toutes les deux, c'est vraiment intéressant
d'avoir une complémentarité de tous les acteurs autour de l'objectif commun. Et donc, en effet, tous les services sont concernés et ce n'est pas toujours facile pour nous, direction des bâtiments, d'arriver à montrer l'intérêt d'être tous ralliés autour du même objectif de collectage de données. Et c'est vrai que le fait d'avoir un outil commun dans le plan de classement numérique qui a été présenté par la Ville de Grasse, c'est extrêmement précieux et nous, on n'a pas pu bénéficier de cela. Donc, je reprends aussi sur vos conclusions, le fait d'avoir beaucoup de temps nécessaire pour faire ce collectage est extrêmement important, bien au-delà de la dépense financière, puisque comme disait Madame Dufour, nous, on a bénéficié de la démarche organisée par l'ADEME avec l'accompagnement d'Espelia. Donc, il n'y a pas eu d'investissement financier dans le logiciel, mais par contre, un temps assez énorme. Et comme la Ville de Grasse, mis en place depuis fin 2017. Donc, et on commence tout juste à définir nos axes de stratégie qui seront un peu la conclusion de mon diaporama. Également l'organigramme complémentaire qui est celui du comité de pilotage qui montre que ça réunit énormément d'acteurs et que la transversalité est essentielle bien au-delà de la verticalité de chacun des pôles. Et puis je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si la souris est active, mais le binôme référent du schéma directeur immobilier constitué de notre élue, vice-présidente en charge du patrimoine et de l'accessibilité, et puis de moi-même pour essayer d'assurer la continuité technique et temporelle et politique, bien évidemment, pour essayer de ne pas perdre le fil et de ne pas perdre d'acteurs en cours de route. Alors, pour info, la souris est bien active. Merci. Très concrètement, voici des éléments sur l'étape inventaire. Donc, la première chose, c'est de bien identifier le patrimoine. Donc, comme je disais, nous, on part quasiment d'une feuille blanche où la première chose, c'est de déjà commencer par lister les bâtiments dont on a la gestion, pouvoir les situer de manière très exacte avec une adresse et de les nommer. Ça paraît anecdotique, mais on en est toujours au fait d'assurer une dénomination commune de certains bâtiments, même encore 2 ans après, puisque on vient encore de recevoir des listes complémentaires pour arrêter définitivement certains noms. De la même façon, la mise au point d'un code inventaire, comme disait également Madame Giovinazzo, excusez-moi, qui va permettre de se repérer. Donc, nous, au sein de la communauté d'agglo, on a un code à 6 caractères, dont les 3 premiers caractères sont l'identification de la commune. Vous voyez, on a 61 communes. Donc, évidemment, il y a des bâtiments qui auraient le même nom si jamais on n'identifie pas la commune très précisément. Et puis après, on a 2 chiffres qui expriment le site. La Ville de Grasse le disait aussi tout à l'heure, il faut arriver à distinguer ce qui est de l'ordre d'un site et d'un bâtiment. Et donc, on a évidemment notamment les sites sportifs qui sont composés de plusieurs bâtiments. Donc, les 2 premiers chiffres sont pour identifier le site, l'ensemble de bâtiments, et puis un chiffre pour le numéro du bâtiment. Ça, c'était extrêmement important de commencer à avoir ce langage commun pour pouvoir faire du partage de données avec l'ensemble des services. Je vous ai présenté une deuxième diapo sur, après l'identification, la quantification des surfaces. Alors, j'ai conscience que pour les communes, c'est peut-être un exercice un peu plus facile parce que normalement, la donnée a quand même, c'est pas perdu en cours de route. Nous, comme je disais parfois, le comité d'agglo, on a un peu de mémoire de poisson rouge, donc on est obligé de reconstituer une donnée
qui est bien présente dans toutes les mairies, mais qu'on n'a pas forcément collectée si facilement au démarrage. Donc, la quantification des surfaces, c'est de vérifier l'ensemble des surfaces en évitant d'intégrer de fausses données, donc vérifier la pertinence et puis, si possible, l'exactitude. Donc, différents outils pour cela, soit l'extrait du tableau des surfaces assurées, qui permet d'avoir déjà une première liste et une première base. Et puis, si on n'a pas la donnée, tout simplement, pas si simple, retrouver les permis de construire pour retrouver les surfaces, les chobs ou alors les surfaces de plancher. Et puis, à défaut, reprendre les notices de sécurité, mais sachant que les bâtiments anciens n'ont pas toujours fait l'objet de travaux et ne disposent pas toujours d'une notice de sécurité. Et vraiment, la dernière clé, ça nous est arrivé sur certains bâtiments d'aller tout simplement sur site et de faire un relevé très schématique pour arriver à avoir une donnée de surface à entrer dans nos tableaux, parce que le pire, ce sont les cases vides en fait. Ce travail nous a permis d'identifier déjà le nombre de bâtiments dont on avait la gestion. Donc ça, c'était déjà un soulagement de savoir combien on en avait. La surface totale du parc immobilier, donc voilà, environ 122 000 m². Des surfaces mètres carrés par habitant, mais à l'échelle d'une communauté d'agglo, ce n'est pas forcément une donnée extrêmement pertinente. Et puis la surface moyenne de l'équipement. Cela nous a permis également de les classer par typologie. Et donc pour Saint-Lô-Agglo, 1 m² sur 2 est un bâtiment sportif et 1 m² sur 4 est un bâtiment à vocation économique. Donc, ça permet très facilement d'avoir une image à l'instant T de la cartographie et des typologies du bâtiment. Passé cette étape d'identification et de quantification, on a la façon de qualifier le bâti. Donc, à partir de la base de données que Madame Dufour a présentée tout à l'heure et avec cet outil mis au point par Espelia, il a été possible d'aller qualifier chacun des bâtiments avec un certain nombre de requêtages, notamment toute la partie sur l'état réglementaire dans un premier temps. Donc, la ville de Grasse le disait aussi tout à l'heure, d'aller s'assurer que tous les diagnostics accessibilité sont faits. Est-ce qu'ils ont fait l'objet d'un ADAP, à quelle échéance de l'ADAP ils sont programmés, les coûts, le diagnostic de performance énergétique, est-ce qu'il y a de l'amiante, du plomb, les contrôles périodiques, les rapports de commission de sécurité, si possible de savoir quel était le résultat de la commission de sécurité, le nombre de réserves, les contrôles périodiques, les contrôles gaz, etc. Ce qui nous permet de donner une note de conformité. Alors, avec la limite de l'exercice qui est que sur le volet réglementaire, notre note de conformité correspond plutôt au fait de savoir qu'on a bien fait tous les états, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'intérieur, tous ces états sont satisfaisants. Pour la qualification du bâti, il y a également tout le volet technique. Donc là, c'était un gros travail. Donc c'est ce que je vous ai indiqué là-haut, répartition de la tâche entre les différents techniciens pour pouvoir visiter chacun des bâtiments, qualifier l'état technique, l'état de la couverture, du gros œuvre, du second œuvre, avec des diagnostics visuels ou des diagnostics techniques quand on avait la chance qu'ils puissent exister. Et donc, on qualifie chacun des états avec soit très satisfaisant, passable ou mauvais. Donc voilà, ici, on a l'exemple d'un bâtiment qui fait l'objet d'une réhabilitation et qui, pour le coup, était classé très mauvais. Toujours sur la qualification du bâti, le volet valeur d'usage, où ça a été un travail difficile et ça a été partagé par la plupart, je crois, Madame Dufour pourra
compléter mon propos, mais pour toutes les collectivités, alors qu'en fait, c'est une donnée extrêmement intéressante, notamment pour travailler sur la performance énergétique. Donc là, j'ai indiqué un travail important de collectage qui nécessite de rencontrer et d'écouter les directions clientes pour identifier les différents types d'usagers, le nombre de jours d'ouverture, le nombre d'heures par jour, et puis qualifier cette valeur d'usage. Est-ce que le bâtiment donne satisfaction? Est-ce qu'il est souple dans son organisation? Est-ce qu'il supportera des extensions? Est-ce qu'il est facile d'accès? Voilà, donc afin de pouvoir remplir la base de données, on a été obligé, nous, de recréer un autre tableau. Donc tout ça, ce sont des outils Excel. Hein. On a recréé un fichier pour permettre aux directions clientes d'essayer de nous éclairer sur les différentes façons d'habiter nos bâtiments, en fait. Avec à la fois des dénominations d'usagers et puis des temps d'occupation à l'année ou en journée. Donc ça, c'est très intéressant, mais c'est vraiment, vraiment gourmand en temps. Comme le disait Mme Dufour tout à l'heure, évidemment, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la performance énergétique. Donc, avant d'être performant, on travaille pour essayer de savoir quelles sont nos dépenses. Bon, là, c'est assez intéressant de nouveau de pouvoir lister tout simplement le type d'énergie, la consommation en kilowattheure, et puis pouvoir aller faire ce travail de collectage. Donc à Saint-Lô-Aglo, nous avons une économe de flux qui a vraiment pu effectuer tout ce travail de collectage qui pour le coup est assez fiable et assez fin. Donc soit à partir des sites par les gestionnaires des énergies, soit au niveau de la facturation, soit vraiment en dernier recours à partir des compteurs. Ça nous a permis de dresser des diagrammes très simples hein, pour identifier quelles sont nos principales dépenses énergétiques. Donc, la consommation totale du parc à Saint-Lô-Aglo, elle est de 13 gigawattheures. Et puis, nous avons 3 piscines, donc on identifie tout de suite que c'est quasiment la moitié de nos consommations énergétiques. Viennent ensuite les gymnases, l'hébergement, les stades, la petite enfance, nos bâtiments administratifs, nos pôles de santé. Donc voilà, ça c'était quelque chose dont on ne disposait pas et il était indispensable d'avoir très rapidement. Je dirais même d'autant plus avec le décret tertiaire également pour pouvoir le mettre en application. C'était vraiment la base, je dirais. Alors, par rapport à tout ce travail d'inventaire et de diagnostic qui a été fait, on a commencé à ébaucher des stratégies qui viennent d'être validées en février dernier par nos élus, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, le portage politique est extrêmement important, à la fois pour donner du rythme pendant toute la démarche, qui est assez longue, puisque depuis 2017, et pour pouvoir représenter tous ces outils, donc à la fois d'inventaire, de diagnostic, à nos prochains élus, qui seront élus le 9 juillet prochain, et pouvoir embrayer assez vite sur des actions, on espère, concrètes. Donc, nous avons dégagé 3 axes de stratégie qui ont été proposés et validés par nos élus. L'axe 1 qui est l'optimisation du parc. Alors, très simplement, si on a moins de surface, on aura moins de dépenses. Donc, les actions à engager, certaines ont déjà été démarrées d'ailleurs, c'est de supprimer tous les locaux vacants ou sans intérêt communautaire, vendre les bâtiments loués avant qu'ils ne coûtent, étudier la mise en location des bâtiments mis à disposition. Donc, on a une thématique sportive assez importante, donc ça pose la question de tous les gymnases dont les usagers sont les lycées, les collèges, savoir dans quelle mesure on va pouvoir
trouver des gisements de recettes pour pouvoir engager les dépenses de performance. Étudier l'équilibre des avantages en nature offerts aux associations, par exemple. Évidemment, réfléchir en coût global avant de faire de nouvelles constructions. Optimiser, mutualiser les locaux sous-occupés et puis, pourquoi pas, définir un taux minimum d'occupation à atteindre. Tout ça dans un objectif d'optimisation et de rationalisation. L'axe 2, qui est un axe évidemment majeur, enfin, comme les deux autres, c'est vraiment l'intérêt de les dégager en même temps et ensemble. Améliorer la performance énergétique et la performance environnementale. Mieux dépenser pour moins consommer, moins polluer. Donc là, nos actions, c'est de cibler les bâtiments prioritaires. Donc vous l'avez vu avec le diagramme très simple tout à l'heure, où on voit que le gisement principal sont les piscines et les bâtiments sportifs. Raccorder les bâtiments en énergie renouvelable pour tenir tous nos objectifs. Sensibiliser, faire participer à la dépense. Optimiser, mutualiser les locaux sous-occupés, ça se recroise avec l'axe 1, et puis travailler sur des bâtiments à énergie positive et décarbonés. On retrouve une déclinaison de cet axe sur la performance énergétique très simplement aussi, où on se donne la temporalité. On voit notre base 2017 que je vous montrais tout à l'heure avec notre consommation en gaz en jaune et puis en électricité en rouge. Le fait que d'ici 2026, qui correspond à notre contrat de performance énergétique sur 8 ans, ça fait déjà 2 ans où on a commencé, on a pu traduire en objectif là où on devra être arrivé, donc à la fois en baisse de la consommation et à la fois en utilisation d'énergie renouvelable. Une déclinaison à l'échelle de 2030, puisqu'on devra avoir fait les 3/4 du chemin de 2040, ce qui permet de lire à la fois la baisse de 50 à 60% d'économie d'énergie et en même temps le verdissement et le fait de passer en énergie renouvelable, puisque l'objectif est d'être 100% énergie renouvelable d'ici 2040 pour Saint-Lô-Aglo. La déclinaison de même sur nos gymnases, nos bâtiments d'hébergement et nos stades et vestiaires, puisque c'est vraiment, vous l'aurez compris, une thématique assez forte pour Saint-Lô-Aglo, qu'est le sport notamment. À partir des outils mis à disposition par l'ADEME, on avait la possibilité de scénariser sur l'ensemble du patrimoine différentes actions. Donc c'est un document de travail, hein. C'est vraiment ça permet d'avoir une première approche et puis de voir là où il va falloir concentrer les études pour pouvoir avoir une feuille de route très claire. Donc ici par exemple vous avez le nombre total de bâtiments, les 197. Donc on a rentré sur cette fiche 46 opérations d'amélioration de la performance énergétique sur nos bâtiments. Ce qui nous a permis alors j'ai juste un petit souci technique où je ne vois plus, voilà. On a une économie d'énergie de 2 gigawattheures et ce qui permettrait d'avoir un retour sur les dépenses de fonctionnement de moins 866 000 €. Et vous avez la déclinaison sur le plan d'action piscine, parce que vous l'aurez compris également, c'est notre gisement principal d'économie d'énergie. Donc là, on a fait des actions d'amélioration. Alors, les actions d'amélioration suivant la base de données peuvent être à la fois sur l'amélioration des systèmes, sur l'amélioration de l'enveloppe, l'isolation, etc. Et donc, ici, sur les piscines, on a pu faire un premier scénario qui montre que 2 millions d'euros investis sur les piscines pourraient aboutir à moins 38% de la consommation d'énergie, ce qui nous fait moins 13% de la consommation d'énergie globale de l'agglo.
Donc, après, il y a différentes façons de faire tourner la moulinette, je dirais, pour avoir différentes pistes d'action pour atteindre cet objectif. Notre troisième axe sur lequel on va travailler, il est de ne pas perdre de vue l'amélioration de la qualité d'usage. C'est une des complexités de nos métiers au bâtiment, c'est que le volet réglementaire est extrêmement présent, la sécurité incendie, l'accessibilité handicapée, le volet performance énergétique est omniprésent, et de ne pas perdre de vue que toutes ces actions doivent aussi se faire au service des hommes et des femmes qui occupent les bâtiments, et qu'il faut qu'il y ait une cohérence d'action et d'argent investi pour que ça permette d'atteindre la satisfaction globale de l'usager. Donc c'est ce qu'on a, voilà, investir pour tous durablement, investir pour diminuer la vétusté des bâtiments parce que ça reste aussi l'objectif principal. Donc dans notre cas, pour Saint-Lô-Aglo, on a une priorité sur tout ce qui est petite enfance, enfance jeunesse et gymnase. Finaliser l'accessibilité à tout pour tous parce que évidemment tout ça doit être recroisé pour atteindre cette cohérence. Optimiser les dépenses d'entretien et de maintenance pour garantir la qualité d'usage. Et dans la donnée financière, il y a évidemment également toute la question du ménage. On n'a pas forcément la main sur ces sujets-là à la direction des bâtiments, mais on voit que c'est une des dépenses premières financières et que c'est très lié aussi à la qualité d'usage, à la qualité de l'air et à la satisfaction globale des usagers. Je dirais encore plus avec la période qu'on vient de vivre. Et puis pouvoir prioriser les actions suivant des critères les plus objectifs possibles. Voilà pour le témoignage dont je pouvais vous faire part pour Saint-Lô-Aglo, et je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Eh bien, merci beaucoup, Madame Lelouvier, pour votre témoignage. Donc, effectivement, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, nous pouvons avoir un petit temps d'échange avec nos intervenants. Donc, voilà, si vous avez envie de nous faire part de vos retours et d'éventuelles questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Je vous ai partagé aussi le retour donc, de l'un de nos participants qui a dû nous quitter et puis qui vous remerciait pour toutes vos interventions, disant qu'elles étaient très intéressantes. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a été peut-être le plus compliqué pour vous dans votre démarche ? Je crois que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est d'arriver à fédérer tous les gens qui sont détenteurs de la donnée pour arriver à la mettre dans un pot commun. Je dirais que c'est vraiment la difficulté principale. Et vous avez dit aussi que vous vous étiez aperçu du nombre en fait, de bâtiments que la collectivité possédait. Est-ce que vous avez fait aussi d'autres découvertes de par ce recensement ? Je dirais que tout était découverte, puisqu'en fait, la communauté d'agglomération est partie d'une dizaine de bâtiments il y a encore une dizaine d'années, et on est arrivé à 193 bâtiments au fur et à mesure des fusions, et que toute l'équipe de la direction des bâtiments s'est construite en même temps que ce schéma, puisque c'est du même ordre, ils étaient 1 et on est 10. Donc, l'ensemble de la donnée était de manière générale une découverte à elle toute seule. Alors, ça paraît basique de dire ça. Voilà, c'est vrai que ça, c'est pour les communautés d'agglo, c'est très particulier pour le coup. Bien, merci beaucoup. Du coup, je vais repasser la main à Sébastien pour la petite conclusion. Et je vous remercie encore une fois à tous.
Oui, merci Alicia. Alors, petite conclusion qui ne clôt pas du tout les échanges, ni les éventuelles questions que vous pourriez. Juste moi, ce que j'en retiens à ce stade, c'est il y a 3 dimensions qui sont importantes dans ces démarches. La première dimension, c'est la dimension technique, à la fois la dimension technique, donc ce travail de terrain lié à la question immobilière, à la question énergétique, aux questions d'accessibilité, d'amiante, voilà, tous ces sujets qu'on connaît bien dans l'immobilier, mais aussi une dimension technique qui est la data. Et liée à l'enjeu de ces données qui ont beaucoup de valeur si on ne les a pas et qui peuvent perdre beaucoup de temps dans les projets et dans les organisations, voire générer quelques erreurs si jamais ces informations ne sont pas existantes. Donc, c'est très important effectivement de prendre le temps, même si c'est long, pour collecter toutes ces données et pouvoir les pérenniser. Ça implique aussi du coup des questions comme la nomenclature, comme le choix de l'outil et comme comment est-ce qu'on va faire pour partager ces données avec toute la communauté qui va être associée à ces sujets et qui ne se limite pas à la direction bâtiment, à la direction énergie. L'autre enjeu, c'est effectivement l'enjeu politique, puisque il est important dans une démarche comme ça, qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui va mobiliser beaucoup de services, d'embarquer au maximum et le plus tôt possible, dirais-je, les élus, de manière à ce qu'on ait un soutien sur ces démarches et qu'ensuite ça facilite notamment le travail de validation ensuite des scénarios. Et puis, plus globalement, un enjeu même de transversalité qui doit, on l'a vu dans les différents témoignages, être porté dès le début, puisqu'il va falloir fédérer plusieurs services. Et donc, quelque part, on a vu les méthodes pour essayer d'associer les gens dans le choix des nomenclatures, dans le choix des noms de l'outil, la manière dont l'outil fonctionne pour qu'ils puissent se les approprier tous au maximum. Ce qui est aussi un facteur de pérennité de la démarche parce qu'un outil de système d'information qui est mis en place et qui n'est pas utilisé ou peu utilisé uniquement par certaines personnes est un outil qui est vié à disparaître, hein, qui a vocation à disparaître et qui n'est pas pérenne. Donc, c'est important de pouvoir embarquer tout le monde là-dessus. Et puis, enfin, je pense que cet enjeu de transversalité, ça peut être aussi une grande facilitation quand arrive le moment où il va falloir faire prendre position des élus sur les scénarios. Et c'est vrai que si on a pu fédérer toute la communauté des différentes directions juridiques, financières, et qu'on a l'unanimité sur les différents scénarios proposés, c'est quand même assez facilitant et assez aidant pour que ensuite l'élu puisse faire ses choix, je dirais, de manière les plus transparentes et les plus sereines possibles. Donc voilà les éléments que j'ai notés et que j'ai retrouvés dans chacune de ces présentations. Merci beaucoup Sébastien pour cette synthèse. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, hein, cette webconférence touche à sa fin. À l'heure actuelle, moi je n'ai pas de questions de votre part, donc j'en déduis aussi que les propos étaient très clairs et que vous avez trouvé réponse à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire encore une fois via le module de dialogue, puisque ça m'intéresse aussi moi personnellement de savoir si tout était clair pour vous, si peut-être aussi il y a encore des questions, s'il y a encore des petites inconnues. Enfin voilà, ça peut aussi nous orienter pour la constitution de prochaines webconférences qui seraient complémentaires à celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à nous faire part de votre retour, de votre satisfaction, des questions laissées en suspens, voilà. N'hésitez pas. Et puis, du coup, pendant ce temps, je me tourne une dernière fois vers nos intervenants, à savoir si de votre côté, vous avez peut-être aussi envie de dire un petit mot à nos participants, peut-être de rappeler, j'ai envie de dire, un conseil, une préconisation pour les collectivités qui se questionnent aussi sur ce type d'action et qui souhaiteraient elles aussi se lancer. Donc voilà, je vous laisse la parole et puis c'est le moment de les aider. Pour ma part, je crois que vraiment ce qui est important, c'est quand on s'engage dans ce type de démarche, de bien prendre conscience de l'implication de chacun au niveau aussi bien des élus que des techniciens, l'engagement de chacun et l'engagement dans la durée. Madame Louvier l'a rappelé tout à l'heure, parce que c'est une démarche qui
qui demande du temps, qui soit porte ses fruits avec un résultat à la clé, mais qui prend du temps. Donc, surtout, ne pas hésiter à remobiliser les équipes, à réaffirmer l'intérêt de cette démarche, notamment par le maire ou les directeurs généraux des services, par exemple. C'est une des clés du succès de cette démarche, je pense. Merci beaucoup. Alors, Madame Lelouvier, Sébastien, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Donc, complètement par rapport à ce que disait Madame Dufour, c'est vraiment ça. Et moi, je crois que ce qui était intéressant, c'était que ce soit les équipes elles-mêmes qui renseignent la donnée avec l'outil Excel qui, pour le coup, est très simple à utiliser, plutôt que de confier à un prestataire extérieur le fait de faire tout le travail d'inventaire et de diagnostic. Parce que du coup, ça nous a permis également de bien se connaître en équipe et de bien connaître notre patrimoine pour maintenant pouvoir en prendre soin et être de bons conseils auprès de nos élus. Et puis, je voulais juste, moi, dire qu'il n'est pas trop tard, hein, loin de là, pour se lancer dans ce type de démarche. Au contraire, le plus tôt est le mieux. C'est une démarche, effectivement, qui prend du temps, qui mobilise, mais c'est vraiment une démarche de bonne gestion, à la fois économique, à la fois environnementale. Et donc, je dirais, c'est vraiment une démarche essentielle. Je veux dire, on ne peut pas parler de gestion patrimoniale sans engager vraiment ce type de démarche, sinon on est condamné à bricoler, à jongler dans l'urgence, dans l'imprécision, et c'est extrêmement à la fois pénible pour les équipes et puis extrêmement coûteux. Et donc, ces démarches-là, maintenant, je dirais au XXIe siècle, ça fait vraiment, avec les outils dont on dispose aussi maintenant, ça fait vraiment partie des choses qui sont des fondamentaux et qu'il faut que toutes les collectivités s'approprient. Eh bien, merci à tous encore une fois pour vos interventions du jour et puis ces petits mots de conclusion. Comme on l'a dit, hein, c'est un cycle de webconférences. Cette webconférence était la première du cycle, donc vous allez recevoir de nouvelles invitations pour suivre les suivantes. À noter que la prochaine aura lieu le 10 juillet et concernera les outils de pilotage énergétique. À l'heure actuelle, elle n'est pas encore ouverte aux inscriptions, mais ça ne va pas tarder. Donc, en début de semaine prochaine, surveillez bien la page Idealco. Et puis de toute façon, moi, je vous enverrai une petite invitation par email en avant-première afin que vous puissiez savoir que cette webconférence est désormais ouverte aux inscriptions. Avant de clôturer, j'en profite pour vous partager certains retours des participants, donc notamment Madame Mesle qui nous dit « Oui, merci, c'était très clair. Bravo pour toute cette énergie de travail des collectivités et des intervenants. On imagine. » Aussi le retour de Damien D qui dit « Bravo pour ces présentations accessibles et limpides. » Madame Ligo, Catherine qui dit « Très intéressant, merci. » Monsieur Taharguev qui vous dit « Merci beaucoup, c'est très clair et très utile. » Donc voilà, c'est toujours des retours qui sont plaisants. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous les partager. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça nous rassure aussi dans les éléments que nous avons fait passer aujourd'hui. Donc voilà, pour le moment, pas d'autres retours. De toute façon, je me chargerai de vous les partager sans souci. Donc, il ne me reste plus qu'à clôturer officiellement cette conférence. Donc encore une fois, un grand merci à nos intervenants. Un grand merci aux participants pour avoir été avec nous ce matin. Notez bien dans votre agenda la date du 10 juillet matin à 10h30 pour la prochaine webconférence de ce cycle. Et je vous partage un nouveau remerciement de M. Moulaï Gaton et également de M. Svabadi qui vous dit également merci à tous. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur le réseau Énergie. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.